Chapitre 9. L'inattendu. Ils étaient 3500. Ils faisaient un front d'un quart de lieue. C'étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Ils étaient 26 escadrons, et ils avaient derrière eux, pour les appuyer, la division de Lefebvre-Desnouettes, les 106 gendarmes d'élite, les chasseurs de la garde, 1197 hommes, et les lanciers de la garde, 880 lances. Ils portaient le casque sans crin et la cuirasse de fer battue, avec les pistolets d'arçon dans les fontes et le long sabre épais. Le matin, toute l'armée les avait admirés quand à 9 heures, les clairons sonnant, toutes les musiques chantant, veillant au salut de l'Empire, ils étaient venus, colonne épaisse, une de leurs batteries à leur flanc, l'autre à leur centre, se déployer sur 2 rangs entre la chaussée de Genappe et Frischemont et prendre leur place de bataille dans cette puissante deuxième ligne, si savamment composée par Napoléon, laquelle, ayant à son extrémité de gauche les cuirassiers de Kellermann et à son extrémité de droite les cuirassés de Milhaud, avait pour ainsi dire 2 ailes de fer. L'aide de camp Bernard leur porta l'ordre de l'empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s'ébranlèrent. Alors on vit un spectacle formidable. Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formée en colonne par division, descendit d'un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d'un bélier de bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle Alliance s'enfonça dans le fond redoutable où tant d'hommes déjà étaient tombés, et disparut dans la fumée, puis sortant de cette ombre reparut de l'autre côté du vallon, toujours compacte et serrée, montant au grand trot, à travers un nuage de mitraille crevant sur elle, l'épouvantable pente de boue du plateau de Mont-Saint-Jean. Il montait, grave, menaçant, imperturbable. Dans les intervalles de la mousqueterie et de l'artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant 2 divisions, ils étaient 2 colonnes. La division Vattier avait la droite, la division Delord avait la gauche. On croyait voir de loin s'allonger vers la crête du plateau 2 immenses couleuvres d'acier. Cela traversa la bataille comme un prodige. Rien de semblable ne s'était vu depuis la prise de la grande redoute de Moskowa par la grosse cavalerie. Muraille manquée, mais Ney s'y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n'eût qu'une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée çà et là. Pêle-mêle de casques, de cris, de sabres, bondissements orageux des croupes des chevaux dans le canon et la fanfare, tumulte discipliné et terrible. Là-dessus, les cuirasses, comme les écailles sur l'hydre. Ces récits semblent d'un autre âge. Quelque chose de pareil à cette vision apparaissait sans doute dans les vieilles épopées orphiques racontant les hommes-chevaux, les antiques hippanthropes, ces titans à face humaine et à poitrail équestre dont le galop escalade à l'Olympe, horrible, invulnérable, sublime, dieux et bêtes. Bizarre coïncidence numérique, 26 bataillons allaient recevoir ces 26 escadrons. Derrière la crête du plateau, à l'ombre de la batterie masquée, l'infanterie anglaise formée en 13 carrés, 2 bataillons par carré et sur 2 lignes, 7 sur la première, 6 sur la seconde, la crosse à l'épaule, couchant en joue ce qui allait venir, calme, muette, immobile, attendait. Elle ne voyait pas les cuirassiers, et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d'hommes, elle entendait le grossissement du bruit des 3000 chevaux, le frappement alternatif et symétrique des sabots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres et une sorte de grand souffle farouche. Il y eut un silence redoutable. Puis subitement, une longue file de bras levés, brandissant des sabres, apparut au-dessus de la crête.
et les casques, et les trompettes, et les étendards, et 3000 têtes à moustaches grises criant « Vive l'empereur !» Toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l'entrée d'un tremblement de terre. Tout à coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d'extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d'apercevoir entre eux et les Anglais un fossé, une fosse. C'était le chemin creux d'Ohain. L'instant fut épouvantable. Le ravin était là, inattendu, béant, à pic sous les pieds des chevaux, profond de 2 toises entre son double talus. Le second rang y poussa le premier, et le troisième y poussa le second. Les chevaux se dressaient, se rejetaient en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient les 4 pieds en l'air, pilant et bouleversant les cavaliers, aucun moyen de reculer. Toute la colonne n'était plus qu'un projectile. La force acquise pour écraser les Anglais écrasa les Français. Le ravin inexorable ne pouvait se rendre que comblé. Cavaliers et chevaux y roulèrent pêle-mêle, se broyant les uns les autres, ne faisant qu'une chair dans ce gouffre. Et quand cette fosse fut pleine d'hommes vivants, on marcha dessus et le reste passa. Presque un tiers de la brigade du bois croula dans cet abîme. Ceci commença la perte de la bataille. Une tradition locale, qui exagère évidemment, dit que 2000 chevaux et 1500 hommes furent ensevelis dans le chemin creux d'Ohain. Ce chiffre vraisemblablement comprend tous les autres cadavres qu'on jeta dans ce ravin le lendemain du combat. Notons en passant que c'était cette brigade Dubois, si funestement éprouvée, qui 1 heure auparavant, chargeant à part, avait enlevé le drapeau du bataillon de Lunebourg. Napoléon, avant d'ordonner cette charge des cuirassés de Milhaud, avait scruté le terrain mais n'avait pu voir ce chemin creux qui ne faisait pas même une ride à la surface du plateau. Averti pourtant et mis en éveil par la petite chapelle blanche qui en marque l'angle sur la chaussée de Nivelles, il avait fait probablement sur l'éventualité d'un obstacle une question au guide Lacoste. Le guide avait répondu non. On pourrait presque dire que de ce signe de tête d'un paysan est sortie la catastrophe de Napoléon. D'autres fatalités encore devaient surgir. Était-il possible que Napoléon gagnât cette bataille? Nous répondons non. Pourquoi? À cause de Wellington? À cause de Blücher? Non. À cause de Dieu. Bonaparte, vainqueur à Waterloo, ceci n'était plus dans la loi du XIXe siècle. Une autre série de faits se préparait, où Napoléon n'avait plus de place. La mauvaise volonté des événements s'était annoncée de longue date. Il était temps que cet homme vaste tombât. L'excessive pesanteur de cet homme dans la destinée humaine troublait l'équilibre. Cet individu comptait à lui seul plus que le groupe universel. Ces pléthores de toute la vitalité humaine concentrée dans une seule tête, le monde montant au cerveau d'un homme, cela serait mortel à la civilisation si cela durait. Le moment était venu pour l'incorruptible équité suprême d'aviser probablement les principes et les éléments, d'où dépendent les gravitations régulières dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel, se plaignaient. Le sang qui fume, le trop-plein des cimetières, les mers en larmes, ce sont des plaidoyers redoutables. Il y a, quand la terre souffre d'une surcharge, de mystérieux gémissements de l'ombre que l'abîme entend. Napoléon avait été dénoncé dans l'infini, et sa chute était décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'était point une bataille. C'était le changement de front de l'univers. Chapitre 10. Le plateau de Mont-Saint-Jean. En même temps que le ravin, la batterie s'était démasquée.
60 canons et les 13 carrés foudroyèrent les cuirassiers à bout portant. L'intrépide général Delord fit le salut militaire à la batterie anglaise. Toute l'artillerie volante anglaise était rentrée au galop dans les carrés. Les cuirassiers n'eurent pas même un temps d'arrêt. Le désastre du chemin creux les avait décimés mais non découragés. C'étaient de ces hommes qui, diminués de nombre, grandissent de cœur. La colonne Vattier seule avait souffert du désastre. La colonne Delord, que Ney avait fait obliquer à gauche, comme s'il pressentait l'embûche, était arrivée entière. Les cuirassiers se ruèrent sur les carrés anglais. Ventre à terre, brides lâchées, sabre aux dents, pistolet au poing, telle fut l'attaque. Il y a des moments dans les batailles où l'âme durcit l'homme jusqu'à changer le soldat en statue, et où toute cette chair se fait granit. Les bataillons anglais, éperdument assaillis, ne bougèrent pas. Alors ce fut effrayant. Toutes les faces des carrés anglais furent attaquées à la fois. Un tournoiement frénétique les enveloppa. Cette froide infanterie demeura impassible. Le premier rang genou à terre recevait les cuirassiers sur les baïonnettes, le second rang les fusillait. Derrière le second rang, les canonniers chargeaient les pièces. Le front du carré s'ouvrait, laissant passer une éruption de mitraille, et se refermait. Les cuirassiers répondaient par l'écrasement. Leurs grands chevaux se cabraient, enjambaient les rangs, sautaient par-dessus les baïonnettes et tombaient gigantesques au milieu de ces 4 murs vivants. Les boulets faisaient des trouées dans les cuirasses. Les cuirassiers faisaient des brèches dans les carrés. Des files d'hommes disparaissaient, broyés sous les chevaux. Les baïonnettes s'enfonçaient dans les ventres de ces centaures. De là une difformité de blessures qu'on n'a pas vue peut-être ailleurs. Les carrés, rongés par cette cavalerie forcenée, se rétrécissaient sans broncher. Inépuisables en mitraille, ils faisaient explosion au milieu des assaillants. La figure de ce combat était monstrueuse. Ces carrés n'étaient plus des bataillons, c'étaient des cratères. Ces cuirassiers n'étaient plus une cavalerie, c'était une tempête. Chaque carré était un volcan attaqué par un nuage. La lave combattait la foudre. Le carré extrême de droite, le plus exposé de tous, étant en l'air, fut presque anéanti dès les premiers chocs. Il était formé du 75e régiment des Highlanders. Le joueur de cornemuse au centre, pendant qu'on s'exterminait autour de lui, baissant dans une inattention profonde son œil mélancolique, plein du reflet des forêts et des lacs, assis sur un tambour, son pibroch sous le bras, jouait les airs de la montagne. Ces Écossais mouraient en pensant au Ben Lothian, comme les Grecs en se souvenant d'Argos. Le sabre d'un cuirassier abattant le pibroch et le bras qui le portait fit cesser le chant en tuant le chanteur. Les cuirassiers, relativement peu nombreux, amoindris par la catastrophe du ravin, avaient là contre eux presque toute l'armée anglaise. Mais ils se multipliaient, chaque homme valant 10. Cependant, quelques bataillons hanovriens plièrent. Wellington le vit et songea à sa cavalerie. Si Napoléon, en ce moment-là même, eût songé à son infanterie, il eût gagné la bataille. Cet oubli fut sa grande faute fatale. Tout à coup, les cuirassiers assaillants se sentirent assaillis. La cavalerie anglaise était sur leur dos. Devant eux, les carrés, derrière eux, Somerset. Somerset, c'était les 1400 dragons-gardes. Somerset avait à sa droite Dornberg avec les chevaux légers allemands et à sa gauche Tripp avec les carabiniers belges. Les cuirassiers, attaqués en flanc et en tête, en avant et en arrière par l'infanterie et par la cavalerie, durent faire face de tous les côtés. Que leur importait? Ils étaient tourbillons. La bravoure devint inexprimable. En outre, ils avaient derrière eux la batterie toujours tonnante. Il fallait cela pour que ces hommes fussent blessés dans le dos. Une de leurs cuirasses, trouée à l'omoplate gauche d'un Biscayen, est dans la collection du musée de Waterloo. Pour de tels Français, il ne fallait pas moins que de tels Anglais.
Ce ne fut plus une mêlée, ce fut une ombre, une furie, un vertigineux emportement d'âme et de courage, un ouragan d'épées éclairs. En un instant, les 1400 dragons-gardes ne furent plus que 800. Fuller, leur lieutenant-colonel, tomba mort. Ney accourut avec les lanciers et les chasseurs de Lefebvre des Nouettes. Le plateau de Mont-Saint-Jean fut pris, repris, pris encore. Les cuirassiers quittaient la cavalerie pour retourner à l'infanterie, ou pour mieux dire, toute cette cohue formidable se colletait sans que l'un lâchât l'autre. Les carrés tenaient toujours. Il y eut 12 assauts. Ney eut 4 chevaux tués sous lui. La moitié des cuirassiers resta sur le plateau. Cette lutte dura 2 heures. L'armée anglaise en fut profondément ébranlée. Nul doute que s'ils n'eussent été affaiblis dans leur premier choc par le désastre du chemin creux, les cuirassiers n'eussent culbuté le centre et décidé la victoire. Cette cavalerie extraordinaire pétrifia Clinton qui avait vu Talavera et Badajoz. Wellington, aux 3/4 vaincu, admirait héroïquement. Il disait à demi-voix « sublime ». Les cuirassiers anéantirent 7 carrés sur 13, prirent ou enclouèrent 60 pièces de canon et enlevèrent au régiment anglais 6 drapeaux, que 3 cuirassiers et 3 chasseurs de la garde allèrent porter à l'empereur devant la ferme de la Belle Alliance. La situation de Wellington avait empiré. Cette étrange bataille était comme un duel entre 2 blessés acharnés, qui chacun de leur côté, tout en combattant et en se résistant toujours, perdent tout leur sang. Lequel des deux tombera le premier? La lutte du plateau continuait. Jusqu'où sont allés les cuirassiers? Personne ne saurait le dire. Ce qui est certain, c'est que le lendemain de la bataille, un cuirassier et son cheval furent trouvés morts dans la charpente de la bascule du pesage des voitures à Mont-Saint-Jean, au point même où s'entrecoupent et se rencontrent les 4 routes de Nivelles, de Genappe, de la Hulpe et de Bruxelles. Ce cavalier avait percé les lignes anglaises. Un des hommes qui ont relevé ce cadavre vit encore à Mont-Saint-Jean. Il se nomme Dehaze. Il avait alors 18 ans. Wellington se sentait penché. La crise était proche. Les cuirassiers n'avaient point réussi, en ce sens que le centre n'était pas enfoncé. Tout le monde ayant le plateau, personne ne l'avait. Et en somme, il restait pour la plus grande part aux Anglais. Wellington avait le village et la plaine culminante. Ney n'avait que la crête et la pente. Des 2 côtés, on semblait enraciné dans ce sol funèbre. Mais l'affaiblissement des Anglais paraissait irrémédiable. L'hémorragie de cette armée était horrible. Kempt, à l'aile gauche, réclamait du renfort. « Il n'y en a pas !» répondait Wellington. « Qu'il se fasse tuer !» Presque à la même minute, rapprochement singulier qui peint l'épuisement des 2 armées, Ney demandait de l'infanterie à Napoléon, et Napoléon s'écriait « De l'infanterie, où veut-il que j'en prenne? Veut-il que j'en fasse ?» Pourtant, l'armée anglaise était la plus malade. Les poussées furieuses de ces grands escadrons à cuirasses de fer et à poitrine d'acier avaient broyé l'infanterie. Quelques hommes autour d'un drapeau marquaient la place d'un régiment. Tel bataillon n'était plus commandé que par un capitaine ou par un lieutenant. La division Alten, déjà si maltraitée à la Haie-Sainte, était presque détruite. Les intrépides Belges de la brigade Van Cluse jonchaient les seigles le long de la route de Nivelles. Il ne restait presque rien de ces grenadiers hollandais qui, en 1811, mêlés en Espagne à nos rangs, combattaient Wellington et qui, en 1815, ralliés aux Anglais, combattaient Napoléon. La perte en officiers était considérable. Lord Uxbridge, qui le lendemain fit enterrer sa jambe, avait le genou fracassé. Si du côté des Français, dans cette lutte des cuirassiers, Delord, l'Héritier, Colbert, Dnop, Travers et Blancard étaient hors de combat, du côté des Anglais, Alten était blessé, Barne était blessé, Delancey était tué, Van Merlen était tué, Ompteda était tué, tout l'état-major de Wellington était décimé. Et l'Angleterre avait le pire partage dans ce sanglant équilibre. Le 2e régiment des gardes à pied avait perdu 500 lieutenants-colonels, 4 capitaines et 3 enseignes.
le premier bataillon du 30e d'infanterie avait perdu 24 officiers et 112 soldats. Le 79e montagnard avait 24 officiers blessés, 18 officiers morts, 450 soldats tués. Les hussards hanovriens de Cumberland, un régiment tout entier, ayant à sa tête son colonel Hack, qui devait plus tard être jugé et cassé, avaient tourné bride devant la mêlée et étaient en fuite dans la forêt de Soignes, semant la déroute jusqu'à Bruxelles. Les charrois, les prolonges, les bagages, les fourgons, pleins de blessés, voyant les Français gagner du terrain et s'approcher de la forêt, s'y précipitaient. Les Hollandais, sabrés par la cavalerie française, criaient « Alarme !» De Vercoucou jusqu'à Grodendel, sur une longueur de près de 2 lieues dans la direction de Bruxelles, il y avait, au dire des témoins qui existent encore, un encombrement de fuyards. Cette panique fut telle qu'elle gagna le prince de Condé à Malines et Louis XVIII à Gand. À l'exception de la faible réserve échelonnée derrière l'ambulance, établie dans la ferme de Mont-Saint-Jean, et des brigades Vivian et Vandeleur, qui flanquaient l'aile gauche, Wellington n'avait plus de cavalerie. Nombre de batteries gisaient démontées. Ces faits sont avoués par Siborne. Et Pringle, exagérant le désastre, va jusqu'à dire que l'armée anglo-hollandaise était réduite à 34 000 hommes. Le duc de Fer demeurait calme, mais ses lèvres avaient blêmi. Le commissaire autrichien Vincent, le commissaire espagnol Alava, présent à la bataille dans l'état-major anglais, croyait le duc perdu. À 5 heures, Wellington tira sa montre, et l'on entendit murmurer ce mot sombre, « Blucher ou la nuit ». Ce fut vers ce moment-là qu'une ligne lointaine de baïonnettes étincela sur les hauteurs du côté de Frischemont. Ici est la péripétie de ce drame géant. Chapitre 11. Mauvais guide à Napoléon, bon guide à Bülow. On connaît la poignante méprise de Napoléon. Grouchy espéré, Blücher survenant. La mort au lieu de la vie. La destinée a de ces tournants. On s'attendait au trône du monde, on aperçoit Sainte-Hélène. Si le petit pâtre qui servait de guide à Bülow, lieutenant de Blücher, lui eût conseillé de déboucher de la forêt au-dessus de Frischemont plutôt qu'au-dessous de Plancenoit, la forme du XIXe siècle eût peut-être été différente. Napoléon eût gagné la bataille de Waterloo. Par tout autre chemin qu'au-dessous de Plancenoit, l'armée prussienne aboutissait à un ravin infranchissable à l'artillerie, et Bülow n'arrivait pas. Or, 1 heure de retard. C'est le général prussien Muffling qui le déclare, et Blücher n'aurait plus trouvé Wellington debout. La bataille était perdue. Il était temps, on le voit, que Bülow arrivât. Il avait du reste été fort retardé, il avait bivouaqué à Dion-le-Mont, et était parti dès l'aube. Mais les chemins étaient impraticables et ses divisions s'étaient embourbées, les ornières venaient au moyeu des canons. En outre, il avait fallu passer la Dyle sur l'étroit pont de Wavre. La rue menant au pont avait été incendiée par les Français. Les caissons et les fourgons de l'artillerie, ne pouvant passer entre 2 rangs de maisons en feu, avaient dû attendre que l'incendie fût éteint. Il était midi, que l'avant-garde de Bülow n'avait pu encore atteindre Chapelle-Saint-Lambert. L'action commencée 2 heures plus tôt eût été finie à 4 heures, et Blücher serait tombé sur la bataille gagnée par Napoléon. Tels sont ces immenses hasards, proportionnés à un infini qui nous échappe. Dès midi, l'empereur le premier, avec sa longue vue, avait aperçu à l'extrême horizon quelque chose qui avait fixé son attention. Il avait dit « Je vois là-bas un nuage qui me paraît être des troupes. » Puis il avait demandé au duc de Dalmatie « Soult, que voyez-vous vers Chapelle-Saint-Lambert »
Le maréchal, braquant sa lunette, avait répondu: 4 ou 5 000 hommes, sire, évidemment Grouchy. Cependant, cela restait immobile dans la brume. Toutes les lunettes de l'état-major avaient étudié le nuage signalé par l'empereur. Quelques-uns avaient dit ce sont des colonnes qui font hâte, la plupart avaient dit ce sont des arbres. La vérité est que le nuage ne remuait pas. L'empereur avait détaché en reconnaissance vers ce point obscur la division de cavalerie légère de Daumont. Belot, en effet, n'avait pas bougé. Son avant-garde était très faible et ne pouvait rien. Il devait attendre le gros du corps d'armée. Et il avait l'ordre de se concentrer avant d'entrer en ligne. Mais à 5 heures, voyant le péril de Wellington, Blücher ordonna à Belot d'attaquer et dit ce mot remarquable: « Il faut donner de l'air à l'armée anglaise. » Peu après, les divisions Lostun, Hiller, Hack et Rissel se déployaient devant le corps de Lobau, la cavalerie du prince Guillaume de Prusse débouchait du bois de Paris, Plancenoit était en flammes, et les boulets prussiens commençaient à pleuvoir jusque dans les rangs de la garde, en réserve, derrière Napoléon. Chapitre 12. La garde. On sait le reste. L'irruption d'une troisième armée, la bataille disloquée, 86 bouches à feu tonnant tout à coup, Perche Ier survenant avec Belot, la cavalerie de Zieten menée par Blücher en personne, les Français refoulés, Marcognet balayé du plateau d'Ohain, Durut délogé de Papelotte, Donzelot et Quiot reculant, Lobau pris en échange, une nouvelle bataille se précipitant à la nuit tombante sur nos régiments démantelés, toute la ligne anglaise reprenant l'offensive et poussée en avant, la gigantesque trouée faite dans l'armée française, la mitraille anglaise et la mitraille prussienne s'entraidant, l'extermination, le désastre de front, le désastre en flanc, la garde entrant en ligne sous cet épouvantable écroulement. Comme elle sentait qu'elle allait mourir, elle cria « Vive l'empereur !» L'histoire n'a rien de plus émouvant que cette agonie éclatant en acclamations. Le ciel avait été couvert toute la journée. Tout à coup, en ce moment-là même, il était 8 heures du soir, les nuages de l'horizon s'écartèrent et laissèrent passer à travers les ormes de la route de Nivelles la grande rougeur sinistre du soleil qui se couchait. On l'avait vu se lever à Austerlitz. Chaque bataillon de la garde, pour ce dénouement, était commandé par un général. Friant, Michel, Roguet, Harlay, Mallet, Poré de Morvan étaient là. Quand les hauts bonnets des grenadiers de la garde avec la large plaque à l'aigle apparurent, symétriques, alignés, tranquilles, superbes, dans la brume de cette mêlée, l'ennemi sentit le respect de la France. On crut voir 20 victoires entrer sur le champ de bataille, ailes déployées, et ceux qui étaient vainqueurs, s'estimant vaincus, reculèrent. Mais Wellington cria « Debout, garde, et visez juste !» Le régiment rouge des gardes anglaises, couché derrière les haies, se leva. Une nuée de mitraille cribla le drapeau tricolore frissonnant autour de nos aigles. Tous se ruèrent, et le suprême carnage commença. La garde impériale sentit dans l'ombre l'armée lâchant pied tout autour d'elle, et le vaste ébranlement de la déroute. Elle entendit le sauve-qui-peut qui avait remplacé le vive l'empereur. Et avec la fuite derrière elle, elle continua d'avancer, de plus en plus foudroyée et mourant davantage à chaque pas qu'elle faisait. Il n'y eut point d'hésitation ni de timide. Le soldat dans cette troupe était aussi héros que le général. Pas un homme ne manqua au suicide. Né éperdu, grand de toute la hauteur de la mort acceptée, s'offrait à tous les coups dans cette tourmente. Il eut là son 5e cheval tué sous lui. En sueur, la flamme aux yeux, l'écume aux lèvres, l'uniforme déboutonné, une de ses épaulettes à demi coupée
par le coup de sabre d'un horse-guard, sa plaque de grand aigle, bosselée par une balle, sanglant, fangeux, magnifique. Une épée cassée à la main, il disait « Venez voir comment meurt un maréchal de France sur le champ de bataille. » Mais en vain. Il ne mourut pas. Il était hagard et indigné. Il jetait à Drouet d'Erlon cette question « Est-ce que tu ne te fais pas tuer, toi ?» Il criait au milieu de toute cette artillerie écrasant une poignée d'hommes. « Il n'y a donc rien pour moi. Ah, je voudrais que tous ces boulets anglais m'en tarassent dans le ventre. » Tu étais réservé à des balles françaises, infortuné. Chapitre 13. La catastrophe. La déroute derrière la garde fut lugubre. L'armée plia brusquement de tous les côtés à la fois, de Hougoumont, de La Haye-Sainte, de Papelotte, de Plancenoit. Le cri trahison fut suivi du cri sauve qui peut. Une armée qui se débande, c'est un dégel. Tout fléchit, se fêle, craque, flotte, roule, tombe, se heurte, se hâte, se précipite. Désagrégation inouïe. Né emprunte un cheval, saute dessus, et sans chapeau, sans cravate, sans épée, se met en travers de la chaussée de Bruxelles, arrêtant à la fois les Anglais et les Français. Il tâche de retenir l'armée, il la rappelle, il l'insulte, il se cramponne à la déroute, il est débordé. Les soldats le fuient en criant « Vive le maréchal Ney !» 2 régiments de Durut vont et viennent effarés et comme ballottés entre le sabre des Uhlans et la fusillade des brigades de Kempt, de Best, de Pack et de Rieland. La pire des mêlées, c'est la déroute. Les amis s'entretuent pour fuir. Les escadrons et les bataillons se brisent et se dispersent les uns contre les autres. Énorme écume de la bataille. Lobau à une extrémité, comme Reille à l'autre, sont roulés dans le flot. En vain, Napoléon fait des murailles avec ce qui lui reste de la garde. En vain, il dépense un dernier effort ses escadrons de service. Quiot recule devant Vivian, Kellermann devant Vandeleur, Lobau devant Bülow, Morand devant Pirch, Daumont et Subervic devant le prince Guillaume de Prusse. Guillot, qui a mené à la charge les escadrons de l'empereur, tombe sous les pieds des dragons anglais. Napoléon court au galop le long des fuyards, les harangue, presse, menace, supplie. Toutes ces bouches qui criaient le matin « Vive l'empereur !» restent béantes. C'est à peine si on le connaît. La cavalerie prussienne, fraîche venue, s'élance, vole, sabre, taille, hache, tue, extermine. Les attelages se ruent, les canons se sauvent. Les soldats du train détellent les caissons et en prennent les chevaux pour s'échapper. Des fourgons culbutés, les 4 roues en l'air, entravent la route et sont des occasions de massacre. On s'écrase, on se foule, on marche sur les morts et sur les vivants, les bras sont éperdus. Une multitude vertigineuse emplit les routes, les sentiers, les ponts, les plaines, les collines, les vallées, les bois, encombrés par cette évasion de 40 000 hommes. Cris, désespoir, sacs et fusils jetés dans les seigles, passages frayés à coups d'épée, plus de camarades, plus d'officiers, plus de généraux, une inexprimable épouvante. Zieten sabrant la France à son aise, les lions devenus chevreuils. Telle fut cette fuite. À Genappe, on essaya de se retourner, de faire front, d'enrayer. Lobau rallia 300 hommes. On barricada l'entrée du village, mais à la première volée de la mitraille prussienne, tout se remit à fuir et Lobau fut pris. On voit encore aujourd'hui cette volée de mitraille empreinte sur le vieux pignon d'une masure en brique, à droite de la route, quelques minutes avant d'entrer à Genappe. Les Prussiens s'élancèrent dans Genappe, furieux sans doute d'être si peu vainqueurs. La poursuite fut monstrueuse. Blücher ordonna l'extermination. Roguet avait donné ce lugubre exemple de menaces et de mort. Tout grenadier français
qui lui amènerait un prisonnier prussien. Blücher dépassa Roguet. Le général de la jeune garde, Duhem, acculé sur la porte d'une auberge de Genappe, rendit son épée à un hussard de la mort, qui prit l'épée et tua le prisonnier. La victoire s'acheva par l'assassinat des vaincus. Punissons puisque nous sommes l'histoire. Le vieux Blücher se déshonora. Cette férocité mit le comble au désastre. La déroute désespérée traversa Genappe, traversa les Quatre-Bas, traversa Gosselies, traversa Frasnes, traversa Charleroi, traversa Thuin, et ne s'arrêta qu'à la frontière. Hélas, et qui donc fuyait de la sorte? La grande armée. Ce vertige, cette terreur, cette chute en ruine de la plus haute bravoure qui ait jamais étonné l'histoire. Est-ce que cela est sans cause? Non. L'ombre d'une droite énorme se projette sur Waterloo. C'est la journée du destin. La force au-dessus de l'homme a donné ce jour-là. De là, le pli épouvanté des têtes. De là, toutes ces grandes âmes rendant leur épée. Ceux qui avaient vaincu l'Europe sont tombés terrassés, n'ayant plus rien à dire ni à faire, sentant dans l'ombre une présence terrible. Hoc erat in fatis. Ce jour-là, la perspective du genre humain a changé. Waterloo, c'est le Gond du XIXe siècle. La disparition du grand homme était nécessaire à l'avènement du grand siècle. Quelqu'un à qui on ne réplique pas s'en est chargé. La panique des héros s'explique. Dans la bataille de Waterloo, il y a plus que du nuage. Il y a du météore. Dieu a passé. À la nuit tombante, dans un champ près de Genappe, Bernard et Bertrand saisirent par un pan de sa redingote et arrêtèrent un homme hagard, pensif, sinistre, qui, entraîné jusque-là par le courant de la déroute, venait de mettre pied à terre, avait passé sous son bras la bride de son cheval et l'œil égaré, s'en retournait seul vers Waterloo. C'était Napoléon, essayant encore d'aller en avant, immense somnambule de ce rêve écroulé. Chapitre 14. Le dernier carré. Quelques carrés de la garde, immobiles dans le ruissellement de la déroute, comme des rochers dans de l'eau qui coule, tinrent jusqu'à la nuit. La nuit venant, la mort aussi, ils attendirent cette ombre double et inébranlable. S'en laissèrent envelopper. Chaque régiment, isolé des autres, et n'ayant plus de lien avec l'armée rompue de toutes parts, mourait pour son compte. Ils avaient pris position pour faire cette dernière action, les uns sur les hauteurs de Rossomme, les autres dans la plaine de Mont-Saint-Jean. Là, abandonnés, vaincus, terribles, ces carrés sombres agonisaient formidablement. Ulm, Wagram, Iéna, Friedland mouraient en eux. Au crépuscule, vers 9 heures du soir, au bas du plateau de Mont-Saint-Jean, il en restait un. Dans ce vallon funeste, au pied de cette pente gravie par les cuirassiers, inondée maintenant par les masses anglaises, sous les feux convergents de l'artillerie ennemie, victorieuse, sous une effroyable densité de projectiles, ce carré luttait. Il était commandé par un officier obscur nommé Cambronne. À chaque décharge, le carré diminuait et ripostait. Il répliquait à la mitraille par la fusillade, rétrécissant continuellement ses quatre murs. De loin, les fuyards, s'arrêtant par moments essoufflés, écoutaient dans les ténèbres ce sombre tonnerre décroissant. Quand cette légion ne fut plus qu'une poignée, quand leur drapeau ne fut plus qu'une loque, quand leurs fusils épuisés de balles ne furent plus que des bâtons, quand le tas de cadavres fut plus grand que le groupe vivant,
il y eut parmi les vainqueurs une sorte de terreur sacrée autour de ces mourants sublimes. Et l'artillerie anglaise, reprenant haleine, fit silence. Ce fut une espèce de répit. Ces combattants avaient autour d'eux comme un fourmillement de spectres, des silhouettes d'hommes à cheval, le profil noir des canons, le ciel blanc aperçu à travers les roues et les affûts, la colossale tête de mort que les héros entrevoient toujours dans la fumée, au fond de la bataille, s'avancer sur eux et les regarder. Ils purent entendre dans l'ombre crépusculaire qu'on chargeait les pièces. Les mèches allumées pareilles à des yeux de tigre dans la nuit firent un cercle autour de leur tête. Tous les boutefeux des batteries anglaises s'approchèrent des canons et alors émus. Tenant la minute suprême suspendue au-dessus de ces hommes, un général anglais, Colville selon les uns, Maitland selon les autres, leur cria « Braves Français, rendez-vous !» Cambronne répondit « Merde !» Chapitre 15. Cambronne. Le lecteur français voulant être respecté, le plus beau mot peut-être qu'un Français ait jamais dit ne peut lui être répété. Défense de déposer du sublime dans l'histoire. À nos risques et périls, nous enfreignons cette défense. Donc, parmi tous ces géants, il y eut un titan, Cambronne. Dire ce mot et mourir ensuite. Quoi de plus grand? Car c'est mourir que de le vouloir. Et ce n'est pas la faute de cet homme si mitraillé, il a survécu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n'est pas Napoléon en déroute, ce n'est pas Wellington pliant à 4 heures, désespéré à 5, ce n'est pas Blücher qui ne s'est point battu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambronne. Foudroyé d'un tel mot, le tonnerre qui vous tue, c'est le vaincre. Faire cette réponse à la catastrophe, dire cela au destin, donner cette base au lion futur, jeter cette réplique à la pluie de la nuit, au mur traître de Hougemont, au chemin creux d'Ohain, au retard de Grouchy, à l'arrivée de Blücher. Être l'ironie dans le sépulcre, faire en sorte de rester debout après qu'on sera tombé, noyer dans 2 syllabes la coalition européenne, offrir au roi ces latrines déjà connues des Césars, faire du dernier des mots le premier en y mêlant l'éclair de la France, clore insolemment Waterloo par le Mardi Gras, compléter Léonidas par Rabelais, résumer cette victoire dans une parole suprême impossible à prononcer, perdre le terrain et garder l'histoire. Après ce carnage, avoir pour soi les rieurs, c'est immense. C'est l'insulte à la foudre. Cela atteint la grandeur échilienne. Le mot de Cambronne fait l'effet d'une fracture. C'est la fracture d'une poitrine par le dédain. C'est le trop-plein de l'agonie qui fait explosion. Qui a vaincu? Est-ce Wellington? Non. Sans Blücher, il était perdu. Est-ce Blücher? Non. Si Wellington n'eût pas commencé, Blücher n'aurait pas pu finir. Ce Cambronne, ce passant de la dernière heure, ce soldat ignoré, cet infiniment petit de la guerre, sent qu'il y a là un mensonge dans une catastrophe, redoublement poignant, et au moment où il en éclate de rage, on lui offre cette dérision, la vie. Comment ne pas bondir? Ils sont là. Tous les rois de l'Europe, les généraux heureux, les Jupiters tonnants. Ils ont 100 000 soldats victorieux. Et derrière les 100 000, 1 million. Leurs canons, mèches allumées, sont béants. Ils ont sous leurs talons la garde impériale et la grande armée. Ils viennent d'écraser Napoléon.
et il ne reste plus que Cambronne. Il n'y a plus pour protester que ce ver de terre. Il protestera. Alors il cherche un mot comme on cherche une épée. Il lui vient de l'écume, et cette écume, c'est le mot. Devant cette victoire prodigieuse et médiocre, devant cette victoire sans victorieux, ce désespéré se redresse. Il en subit l'énormité, mais il en constate le néant. Et il fait plus que cracher sur elle. Et sous l'accablement du monde, de la force et de la matière, il trouve à l'âme une expression, l'excrément. Nous le répétons, dire cela, faire cela, trouver cela, c'est être le vainqueur. L'esprit des grands jours entra dans cet homme inconnu à cette minute fatale. Cambronne trouve le mot de Waterloo, comme Rouget de Lille trouve la Marseillaise, par visitation du souffle d'en haut. Un effluve de l'ouragan divin se détache et vient passer à travers ces hommes. Et ils tressaillent. Et l'un chante le chant suprême et l'autre pousse le cri terrible. Cette parole du dédain titanique, Cambronne ne la jette pas seulement à l'Europe au nom de l'Empire, ce serait peu. Il la jette au passé, au nom de la Révolution. On l'entend. Et l'on reconnaît dans Cambronne la vieille âme des géants. Il semble que c'est Danton qui parle, ou Kléber qui rugit. Au mot de Cambronne, la voix anglaise répondit « Feu !» Les batteries flamboyèrent, la colline trembla, de toutes ces bouches d'airain sortit un dernier vomissement de mitraille, épouvantable, une vaste fumée, vaguement blanchie du lever de la lune, roula. Et quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus rien. Ce reste formidable était anéanti. La garde était morte. Les 4 murs de la redoute vivante gisaient. À peine distinguait-on çà et là un tressaillement parmi les cadavres. Et c'est ainsi que les légions françaises, plus grandes que les légions romaines, expirèrent à Mont-Saint-Jean sur la terre mouillée de pluie et de sang, dans les blés sombres, à l'endroit où passe maintenant à 4 heures du matin, en sifflant et en fouettant gaiement son cheval, Joseph, qui fait le service de la malle-poste de Nivelles. Chapitre 16. Quod libras induce. La bataille de Waterloo est une énigme. Elle est aussi obscure pour ceux qui l'ont gagnée que pour celui qui l'a perdue. Pour Napoléon, c'est une panique. Blücher n'y voit que du feu. Wellington n'y comprend rien. Vous voyez les rapports. Les bulletins sont confus, les commentaires sont embrouillés. Ceci balbutie, cela bégaye. Jomini partage la bataille de Waterloo en 4 moments. Muffling la coupe en 3 péripéties. Charras, quoique sur quelques points nous ayons une autre appréciation que lui, a seul saisi de son fier coup d'œil les linéaments caractéristiques de cette catastrophe du génie humain, aux prises avec le hasard divin. Tous les autres historiens ont un certain éblouissement, et dans cet éblouissement ils tâtonnent. Journée fulgurante en effet, écroulement de la monarchie militaire qui, à la grande stupeur des rois, a entraîné tous les royaumes, chute de la force, déroute de la guerre. Dans cet événement, empreint de nécessités surhumaines, la part des hommes n'est rien. Retirer Waterloo à Wellington et à Blücher, est-ce ôter quelque chose à l'Angleterre et à l'Allemagne? Non. Ni cette illustre Angleterre, ni cette auguste Allemagne ne sont en question dans le problème de Waterloo. Grâce au ciel, les peuples sont grands en dehors des lugubres aventures de l'épée. Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la France ne tiennent dans un fourreau. Dans cette époque, Waterloo n'est qu'un cliquetis de sabres. Au-dessus de Blücher, l'Allemagne à Goethe, et au-dessus de Wellington, l'Angleterre à Byron. Un vaste lever d'idées est propre à notre siècle. Et dans cette aurore, l'Angleterre et l'Allemagne ont leur lueur magnifique. Elles sont majestueuses parce qu'elles pensent. L'élévation du niveau qu'elles apportent
à la civilisation leur est intrinsèque. Il vient d'elles-mêmes, et non d'un accident. Ce qu'elles ont d'agrandissement au XIXe siècle n'a point Waterloo pour source. Il n'y a que les peuples barbares qui aient des crues subites après une victoire. C'est la vanité passagère des torrents enflés d'un orage. Les peuples civilisés, surtout au temps où nous sommes, ne se haussent ni ne s'abaissent par la bonne ou mauvaise fortune d'un capitaine. Leur poids spécifique dans le genre humain résulte de quelque chose de plus qu'un combat. Leur honneur, Dieu merci, leur dignité, leur lumière, leur génie ne sont pas des numéros que les héros et les conquérants, ces joueurs, peuvent mettre à la loterie des batailles. Souvent, bataille perdue, progrès conquis. Moins de gloire, plus de liberté. Le tambour se tait, la raison prend la parole. C'est le jeu à qui perd gagne. Parlons donc de Waterloo froidement des deux côtés. Rendons au hasard ce qui est au hasard et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Waterloo? Une victoire? Non. Un kin. Kin gagné par l'Europe, payé par la France. Ce n'était pas beaucoup la peine de mettre là un lion. Waterloo, du reste, est la plus étrange rencontre qui soit dans l'histoire. Napoléon et Wellington. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des contraires. Jamais Dieu, qui se plaît aux antithètes, n'a fait un plus saisissant contraste et une confrontation plus extraordinaire. D'un côté, la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable, la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée, montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue. De l'autre, l'intuition, la divination, l'étrangeté militaire, l'instinct surhumain, le coup d'œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l'aigle et qui frappe comme la foudre. Un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse. Tous les mystères d'une âme profonde, l'association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommés et en quelque sorte forcés d'obéir, le despote allant jusqu'à tyranniser le champ de bataille, la foi à l'étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant mais la troublant. Wellington était le Barème de la guerre, Napoléon en était le Michel-Ange. Et cette fois, le génie fut vaincu par le calcul. Des deux côtés, on attendait quelqu'un. Ce fut le calculateur exact qui réussit. Napoléon attendait Grouchy, il ne vint pas. Wellington attendait Blücher, il vint. Wellington, c'est la guerre classique qui prend sa revanche. Bonaparte, à son aurore, l'avait rencontré en Italie et superbement battu. La vieille chouette avait fui devant le jeune vautour. L'ancienne tactique avait été non seulement foudroyée, mais scandalisée. Qu'était-ce que ce Corse de 26 ans? Que signifiait cette ignorance splendide qu'ayant tout contre lui, rien pour lui, sans vivres, sans munitions, sans canons, sans souliers, presque sans armée, avec une poignée d'hommes, contre des masses, se ruait sur l'Europe coalisée et gagnait absurdément des victoires dans l'impossible. D'où sortait ce forcené foudroyant, qui presque sans reprendre haleine, et avec le même jeu de combattants dans la main, pulvérisait l'une après l'autre les 5 armées de l'empereur d'Allemagne, culbutant Beaulieu sur Alvinzi, Wurmser sur Beaulieu, Mélas sur Wurmser, Mack sur Mélas. Qu'était-ce que ce nouveau venu de la guerre ayant l'effronterie d'un astre? L'école académique militaire l'excommuniait en lâchant pied. De là, une implacable rancune du vieux césarisme contre le nouveau, du sabre correct contre l'épée flamboyante, et de l'échiquier contre le génie. Le 18 juin 1815, cette rancune eut le dernier mot, et au-dessous de Lodi, de Montebello, de Montenotte, de Mantoue, de Marengo, d'Arcole,
elle écrivit Waterloo. Triomphe des médiocres, doux aux majorités. Le destin consentit à cette ironie. À son déclin, Napoléon retrouva devant lui Wurmser jeune. Pour avoir Wurmser, en effet, il suffit de blanchir les cheveux de Wellington. Waterloo est une bataille du premier ordre gagnée par un capitaine du second. Ce qu'il faut admirer dans la bataille de Waterloo, c'est l'Angleterre, c'est la fermeté anglaise, c'est la résolution anglaise, c'est le sang anglais. Ce que l'Angleterre a eu là de superbe, ne lui en déplaise, c'est elle-même. Ce n'est pas son capitaine, c'est son armée. Wellington, bizarrement ingrat, déclare dans une lettre à Lord Bathurst que son armée, l'armée qui a combattu le 18 juin 1815, était une détestable armée. Qu'en pense cette sombre mêlée d'ossements enfouis sous les sillons de Waterloo? L'Angleterre a été trop modeste vis-à-vis de Wellington. Faire Wellington si grand, c'est faire l'Angleterre petite. Wellington n'est qu'un héros comme les autres. Ses Écossais gris, ses Horse Guards, ses régiments de Maitland et de Mitchell, cette infanterie de Pack et de Kempt, cette cavalerie de Ponsonby et de Somerset, ces Highlanders jouant du pibroch sous la mitraille, ces bataillons de Ryland, ces recrues toutes fraîches qui savaient à peine manier le mousquet tenant tête aux vieilles bandes d'Essling et de Rivoli. Voilà ce qui est grand. Wellington a été tenace. Ce fut là son mérite, et nous ne lui marchandons pas, mais le moindre de ses fantassins et de ses cavaliers a été tout aussi solide que lui. L'Iron Soldier vaut l'Iron Duke. Quant à nous, toute notre glorification va aux soldats anglais, à l'armée anglaise, au peuple anglais. Si trophée il y a, c'est à l'Angleterre que le trophée est dû. La colonne de Waterloo serait plus juste si, au lieu de la figure d'un homme, elle élevait dans la nue la statue d'un peuple. Mais cette grande Angleterre s'irritera de ce que nous disons ici. Elle a encore, après son 1688 et notre 1789, l'illusion féodale. Elle croit à l'hérédité et à la hiérarchie. Ce peuple, qu'aucun ne dépasse en puissance et en gloire, s'estime comme nation, non comme peuple. En tant que peuple, il se subordonne volontiers et prend un lord pour une tête. Workman, il se laisse dédaigner. Soldat, il se laisse bâtonner. On se souvient qu'à la bataille d'Inkerman, un sergent, qui, à ce qu'il paraît, avait sauvé l'armée, ne put être mentionné par Lord Raglan, la hiérarchie militaire anglaise ne permettant de citer dans un rapport aucun héros au-dessous du grade d'officier. Ce que nous admirons par-dessus tout dans une rencontre du genre de celle de Waterloo, c'est la prodigieuse habileté du hasard. Pluie nocturne, mur de Hougomont, chemin creux d'Ohain, Grouchy sourd au canon, guide de Napoléon qui le trompe, guide de Bülow qui l'éclaire, tout ce cataclysme est merveilleusement conduit. Au total, disons-le, il y eut à Waterloo plus de massacres que de batailles. Waterloo est de toutes les batailles rangées celle qui a le petit front sur un tel nombre de combattants. Napoléon, 3/4 de lieue. Wellington, une demi-lieue. 72 000 combattants de chaque côté. De cette épaisseur vint le carnage. On a fait ce calcul et établi cette proportion. Perte d'hommes. À Austerlitz, français, 14%. Russes, 30%. Autrichiens, 44%. À Wagram, français, 13%. Autrichiens, 14%. À la Moskowa, français 37%, russes 44%. À Bautzen, français 13%, russes et prussiens 14%. À Waterloo, français 56%, alliés 31%. Total pour Waterloo, 41%. 144 000 combattants, 60 000 morts. Le champ de Waterloo aujourd'hui a le calme qui appartient à la terre, support impassible de l'homme, et il ressemble à toutes les plaines. La nuit, pourtant, une espèce de brume visionnaire s'en dégage.
Et si quelques voyageurs s'y promènent, s'ils regardent, s'ils écoutent, s'ils rêvent, comme Virgile devant les funestes plaines de Philippe, l'hallucination de la catastrophe le saisit. L'effrayant 18 juin revit. La fausse colline, monument s'efface. Ce lion quelconque se dissipe. Le champ de bataille reprend sa réalité. Des lignes d'infanterie ondulent dans la plaine. Des galops furieux traversent l'horizon. Le songeur effaré voit l'éclair des sabres, l'étincelle des baïonnettes, le flamboiement des bombes, l'entrecroisement monstrueux des tonnerres. Il entend, comme un râle au fond d'une tombe, la clameur vague de la bataille fantôme. Ces ombres, ce sont des grenadiers, ces lueurs, ce sont les cuirassiers. Ce squelette, c'est Napoléon. Ce squelette, c'est Wellington. Tout cela n'est plus, et se heurte, et combat encore. Et les ravins s'empourprent, et les arbres frissonnent, et il y a de la furie jusque dans les nuées et dans les ténèbres. Toutes ces hauteurs farouches, Mont-Saint-Jean, Hougomont, Frichemont, Papelotte, Plancenoit, apparaissent confusément couronnées de tourbillons, de spectres s'exterminant. Chapitre 17. Faut-il trouver bon Waterloo? Il existe une école libérale très respectable qui ne hait point Waterloo. Nous n'en sommes pas. Pour nous, Waterloo n'est que la date stupéfaite de la liberté. Qu'un tel aigle sorte d'un tel œuf, c'est à coup sûr l'inattendu. Waterloo, si l'on se place au point de vue culminant de la question, est intentionnellement une victoire contre-révolutionnaire. C'est l'Europe contre la France. C'est Pétersbourg, Berlin et Vienne contre Paris. C'est le statu quo contre l'initiative. C'est le 14 juillet 1789, attaqué à travers le 20 mars 1815. C'est le branle-bas des monarchies contre l'indomptable émeute française. Éteindre enfin ce vaste peuple en éruption depuis 26 ans, tel était le rêve. Solidarité des Brunswick, des Nassau, des Romanov, des Hohenzollern, des Habsbourg, avec les Bourbons. Waterloo porte en croupe le droit divin. Il est vrai que, l'Empire ayant été despotique, la royauté, par réaction naturelle des choses, devait forcément être libérale, et qu'un ordre constitutionnel à contre-cœur est sorti de Waterloo, au grand regret des vainqueurs. C'est que la Révolution ne peut être vraiment vaincue, et qu'étant providentielle et absolument fatale, elle reparaît toujours. Avant Waterloo, dans Bonaparte jetant bas les vieux trônes, après Waterloo, dans Louis XVIII, octroyant et subissant la charte. Bonaparte met un postillon sur le trône de Naples et un sergent sur le trône de Suède, employant l'inégalité à démontrer l'égalité. Louis XVIII, à Saint-Ouen, contresigne la Déclaration des droits de l'homme. Voulez-vous vous rendre compte de ce que c'est que la Révolution, appelée-la progrès? Et voulez-vous vous rendre compte de ce que c'est que le progrès? Appelez-le demain. Demain fait irrésistiblement son œuvre, et il l'a fait dès aujourd'hui. Il arrive toujours à son but, étrangement. Il emploie Wellington à faire 2 fois qui n'était qu'un soldat, un orateur. Foy tombe à Hougomont et se relève à la tribune. Ainsi procède le progrès. Pas de mauvais outils pour cet ouvrier-là. Il ajuste à son travail divin, sans se déconcerter, l'homme qui a enjambé les Alpes et le bon vieux malade chancelant du Père Élysée. Il se sert du podagre comme du conquérant au dehors, du podagre au dedans. Waterloo, en coupant court à la démolition des trônes européens par l'épée, n'a eu d'autre effet que de faire continuer le travail révolutionnaire d'un autre côté. Les sabreurs ont fini, c'est le tour des penseurs. Le siècle que Waterloo voulait arrêter a marché dessus et a poursuivi sa route. Cette victoire sinistre a été vaincue par la liberté. En somme, et incontestablement, ce qui triomphait à Waterloo, ce qui souriait derrière Wellington, ce qui lui apportait tous les bâtons de maréchal de l'Europe, y compris, dit-on, le bâton de maréchal de France, ce qui roulait joyeusement des brouetées de terre pleines d'ossements pour élever la butte du lion, ce qui a triomphalement écrit sur ce piédestal cette date, 18 juin 1815,
ce qui encourageait Blücher sabrant la déroute, ce qui du haut du plateau de Mont-Saint-Jean se penchait sur la France comme sur une proie. C'était la contre-révolution. C'est la contre-révolution qui murmurait ce mot infâme, démembrement. Arrivée à Paris, elle a vu le cratère de près, elle a senti que cette cendre lui brûlait les pieds, et elle s'est ravisée. Elle est revenue au bégayement d'une charte. Ne voyons dans Waterloo que ce qui est dans Waterloo. De liberté intentionnelle, point. La contre-révolution était involontairement libérale, de même que par un phénomène correspondant, Napoléon était involontairement révolutionnaire. Le 18 juin 1815, Robespierre à cheval fut désarçonné. Chapitre 18. Recrudescence du droit divin. Fin de la dictature. Tout un système d'Europe croula. L'Empire s'effaça dans une ombre qui ressembla à celle du monde romain expirant. On revit de l'abîme comme au temps des barbares. Seulement la barbarie de 1815, qu'il faut nommer par son petit nom, la contre-révolution, avait peu d'haleine, s'essouffla vite et resta court. L'Empire, avouons-le, fut pleuré, et pleuré par des yeux héroïques. Si la gloire est dans le glaive, fait spectre, l'Empire avait été la gloire même. Il avait répandu sur la terre toute la lumière que la tyrannie peut donner. Lumière sombre, disons plus, lumière obscure. Comparée au vrai jour, c'est de la nuit. Cette disparition de la nuit fit l'effet d'une éclipse. Louis XVIII rentra dans Paris. Les danses en rond du 8 juillet effacèrent les enthousiasmes du 20 mars. Le Corse devint l'antithèse du Béarnais. Le drapeau du dôme des Tuileries fut blanc. L'exil trôna. La table de sapin de Hartwell prit place devant le fauteuil fleur-de-lysée de Louis XIV. On parla de Bouvines et de Fontenoy, comme d'hier, Austerlitz ayant vieilli. L'autel et le trône fraternisèrent majestueusement. Une des formes les plus incontestées du salut de la société du XIXe siècle s'établit sur la France et sur le continent. L'Europe prit la cocarde blanche. Trestaillon fut célèbre. La devise « Non pluribus impar » reparut dans des rayons de pierre figurant un soleil sur la façade de la caserne du Quai d'Orsay. Où il y avait eu une garde impériale, il y eut une maison rouge. L'arc du carrousel, tout chargé de victoires mal portées, dépaysé dans ses nouveautés, un peu honteux peut-être de Marengo et d'Arcole, se tira d'affaire avec la statue du duc d'Angoulême. Le cimetière de la Madeleine, redoutable fosse commune de 93, se couvrit de marbre et de jaspe, les os de Louis XVI et de Marie-Antoinette étant dans cette poussière. Dans le fossé de Vincennes, un cippe sépulcral sortit de terre, rappelant que le duc d'Enghien était mort dans le mois même où Napoléon avait été couronné. Le pape Pie VII, qui avait fait ce sacre très près de cette mort, bénit tranquillement la chute comme il avait béni l'élévation. Il y eut à Schönbrunn une petite ombre âgée de 4 ans qu'il fut séditieux d'appeler le roi de Rome. Et ces choses sont faites, et ces rois ont repris leur trône, et le maître de l'Europe a été mis dans une cage, et l'ancien régime est devenu le nouveau, et toute l'ombre et toute la lumière de la terre ont changé de place parce que, dans l'après-midi d'un jour d'été, un pâtre a dit à un Prussien dans un bois « Passez par ici et non par là ». Ce 1815 fut une sorte d'avril lugubre. Les vieilles réalités malsaines et vénéneuses se couvrirent d'apparences neuves. Le mensonge épousa 1789. Le droit divin se masqua d'une charte. Les fictions se firent constitutionnelles. Les préjugés, les superstitions et les arrière-pensées, avec l'article 14 au cœur, se vernirent de libéralisme. Changement de peau des serpents. L'homme avait été à la fois agrandi et amoindri par Napoléon. L'idéal sous ce règne de la matière splendide avait reçu le nom étrange d'idéologie. Grave imprudence d'un grand homme, tourner en dérision l'avenir. Les peuples cependant, cette chair à canon si amoureuse du canonnier, le cherchaient des yeux. Où était-il? Que fait-il? Napoléon est mort.
disait un passant à un invalide de Marengo et de Waterloo. Lui mort s'écria ce soldat. Vous le connaissez bien. Les imaginations déifiaient cet homme terrassé. Le fond de l'Europe après Waterloo fut ténébreux. Quelque chose d'énorme resta longtemps vide par l'évanouissement de Napoléon. Les rois se mirent dans ce vide. La vieille Europe en profita pour se reformer. Il eut une sainte alliance. Belle alliance, avait dit d'avance le chant fatal de Waterloo. En présence et en face de cette antique Europe refaite, les linéaments d'une France nouvelle s'ébauchèrent. L'avenir, rallié par l'empereur, fit son entrée. Il avait sur le front cette étoile, liberté. Les yeux ardents des jeunes générations se tournèrent vers lui. Chose singulière, on s'éprit en même temps de cet avenir, liberté, et de ce passé, Napoléon. La défaite avait grandi le vaincu. Bonaparte tombé semblait plus haut que Napoléon debout. Ceux qui avaient triomphé eurent peur. L'Angleterre le fit garder par Hudson Lowe, et la France le fit guetter par Montchenu. Ses bras croisés devinrent l'inquiétude des trônes. Alexandre le nommait « mon insomnie ». Cet effroi venait de la quantité de révolution qu'il avait en lui. C'est ce qui en explique et excuse le libéralisme bonapartiste. Ce fantôme donnait le tremblement au vieux monde. Les rois régnèrent mal à leur aise, avec le rocher de Sainte-Hélène à l'horizon. Pendant que Napoléon agonisait à Longwood, les 60 000 hommes tombés dans le champ de Waterloo pourrirent tranquillement, et quelque chose de leur paix se répandit dans le monde. Le Congrès de Vienne en fit les traités de 1815, et l'Europe nomma cela la Restauration. Voilà ce que c'est que Waterloo. Mais qu'importe à l'infini, toute cette tempête, tout ce nuage, cette guerre, puis cette paix, toute cette ombre, ne troubla pas un moment la lueur de l'œil immense, devant lequel un puceron sautant d'un brin d'herbe à l'autre égale l'aigle volant de clocher en clocher autour de Notre-Dame. Chapitre 19. Le champ de bataille la nuit. Revenons, c'est une nécessité de ce livre, sur ce fatal champ de bataille. Le 18 juin 1815, c'était pleine lune. Cette clarté favorisa la poursuite féroce de Blücher, dénonça les traces des fuyards, livra cette masse désastreuse à la cavalerie prussienne acharnée, et aida au massacre. Il y a parfois dans les catastrophes de ces tragiques complaisances de la nuit. Après le dernier coup de canon tiré, la plaine de Mont-Saint-Jean resta déserte. Les Anglais occupèrent le campement des Français. C'est la constatation habituelle de la victoire, couchés dans le lit du vaincu. Ils établirent leur bivouac au-delà de Rossomme. Les Prussiens, lâchés sur la déroute, poussèrent en avant. Wellington alla au village de Waterloo rédiger son rapport à Lord Bathurst. Si jamais le sic vos non vobis a été applicable, c'est à coup sûr à ce village de Waterloo. Waterloo n'a rien fait et est resté à une demi-lieue de l'action. Mont-Saint-Jean a été canonné, Hougomont a été brûlé, Papelotte a été brûlé, Plancenoit a été brûlé, la Haie-Sainte a été prise d'assaut. La Belle Alliance a vu l'embrassement des deux vainqueurs. On sait à peine ses noms, et Waterloo, qui n'a point travaillé dans la bataille, en a tout l'honneur. Nous ne sommes pas de ceux qui flattent la guerre. Quand l'occasion s'en présente, nous lui disons ses vérités. La guerre a d'affreuses beautés que nous n'avons point cachées. Elle a aussi, convenons-en, quelques laideurs. Une des plus surprenantes, c'est le prompt dépouillement des morts après la victoire. L'aube qui suit une bataille se lève toujours sur des cadavres nus. Qui fait cela? Qui souille ainsi le triomphe? Quelle est cette hideuse main furtive qui se glisse dans la poche de la victoire? Quels sont ces filous faisant leur coup derrière la gloire? Quelques philosophes, Voltaire entre autres, affirment que ce sont précisément ceux-là qui ont fait la gloire. Ce sont les mêmes, disent-ils, il n'y a pas de rechange, ceux qui sont debout pillent ceux qui sont à terre. Le héros du jour
est le vampire de la nuit. On a bien le droit, après tout, de détrousser un peu un cadavre dont on est l'auteur. Quant à nous, nous ne le croyons pas. Cueillir des lauriers et voler les souliers d'un mort, cela nous semble impossible à la même main. Ce qui est certain, c'est que d'ordinaire, après les vainqueurs, viennent les voleurs. Mais mettons le soldat, surtout le soldat contemporain, hors de cause. Toute armée a une queue, et c'est là ce qu'il faut accuser. Des êtres chauves-souris, mi-partis brigands et valets, toutes les espèces de vespertilio qu'engendre ce sépulcre qu'on appelle la guerre. Des porteurs d'uniformes qui ne combattent pas, des faux malades, des éclopés redoutables, des cantiniers interlopes trottant quelquefois avec leurs femmes sur de petites charrettes et volant ce qu'ils revendent, des mendiants s'offrant pour guide aux officiers, des goujats, des maraudeurs, les armées en marche autrefois, nous ne parlons pas du temps présent, traînaient tout cela, si bien que, dans la langue spéciale, cela s'appelait les traînards. Aucune armée ni aucune nation n'était responsable de ces êtres. Ils parlaient italien et suivaient les Allemands, ils parlaient français et suivaient les Anglais. C'est par un de ces misérables traînards espagnols qui parlaient français que le marquis de Fervaques, trompé par son baragouin picard, et le prenant pour un des nôtres, fut tué en traître et volé sur le champ de bataille même, dans la nuit qui suivit la victoire de Cérisole. De la maraude naissait le maraud. La détestable maxime « vivre sur l'ennemi » produisait cette lèpre, qu'une forte discipline pouvait seule guérir. Il y a des renommées qui trompent. On ne sait pas toujours pourquoi de certains généraux, grands d'ailleurs, ont été si populaires. Turenne était adoré de ses soldats parce qu'il tolérait le pillage. Le mal permis fait partie de la bonté. Turenne était si bon qu'il a laissé mettre à feu et à sang le Palatinat. On voyait, à la suite des armées, moins ou plus de maraudeurs, selon que le chef était plus ou moins sévère. Hoche et Marceau n'avaient point de traînards. Wellington, nous lui rendons volontiers cette justice, en avait peu. Pourtant, dans la nuit du 18 au 19 juin, on dépouilla les morts. Wellington fut rigide. Ordre de passer par les armes quiconque serait pris en flagrant délit. Mais la rapine est tenace. Les maraudeurs volaient dans un coin du champ de bataille pendant qu'on les fusillait dans l'autre. La lune était sinistre sur cette plaine. Vers minuit, un homme rôdait, ou plutôt rampait, du côté du chemin creux d'Ohain. C'était selon toute apparence un de ceux que nous venons de caractériser, ni anglais, ni français, ni paysan, ni soldat, moins homme que goule, attiré par le flair des morts, ayant pour victoire le vol, venant dévaliser Waterloo. Il était vêtu d'une blouse qui était un peu une capote. Il était inquiet et audacieux. Il allait devant lui et regardait derrière lui. Qu'était-ce que cet homme? La nuit, probablement, en avait plus sur son compte que le jour. Il n'avait point de sac, mais évidemment de larges poches sous sa capote. De temps en temps, il s'arrêtait, examinait la plaine autour de lui comme pour voir s'il n'était pas observé, se penchait brusquement, dérangeait à terre quelque chose de silencieux et d'immobile, puis se redressait et s'esquivait. Son glissement, ses attitudes, son geste rapide et mystérieux le faisaient ressembler à ces larves crépusculaires qui hantent les ruines et que les anciennes légendes normandes appellent les halleurs. De certains échassiers nocturnes font de ces silhouettes dans les marécages. Un regard qui eût sondé attentivement toute cette brume eût pu remarquer à quelque distance, arrêté et comme caché derrière la masure qui borde sur la chaussée de Nivelles l'angle de la route de Mont-Saint-Jean à Braine-l'Alleud, une façon de petit fourgon de vivandier
à coiffe d'osier goudronné, attelé d'une haridelle affamée broutant l'ortie à travers son mort, et dans ce fourgon, une espèce de femme assise sur des coffres et des paquets. Peut-être y avait-il un lien entre ce fourgon et ce rôdeur. L'obscurité était sereine. Pas un nuage au zénith. Qu'importe que la terre soit rouge, la lune reste blanche. Ce sont là des indifférences du ciel. Dans les prairies, des branches d'arbres cassées par la mitraille mais non tombées et retenues par l'écorce se balançaient doucement au vent de la nuit. Une haleine, presque une respiration, remuait les broussailles. Il y avait dans l'herbe des frissons qui ressemblaient à des départs d'âme. On entendait vaguement au loin aller et venir les patrouilles et les rondes majors du campement anglais. Hougomont et la haie Sainte continuaient de brûler, faisant l'un à l'ouest, l'autre à l'est, de grosses flammes auxquelles venaient se rattacher comme un collier de rubis, dénoué, ayant à ses extrémités deux escarboucles, le cordon de feu du bivouac anglais étalé en demi-cercle immense sur les collines de l'horizon. Nous avons dit la catastrophe du chemin d'Ohain. Ce qu'avait été cette mort pour tant de braves, le cœur s'épouvante d'y songer. Si quelque chose est effroyable, s'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci. Vivre, voir le soleil, être en pleine possession de la force virile, avoir la santé et la joie, rire vaillamment, courir vers une gloire qu'on a devant soi, éblouissante, se sentir dans la poitrine un poumon qui respire, un cœur qui bat, une volonté qui résonne, parler, penser, espérer, aimer, avoir une mère, avoir une femme, avoir des enfants, avoir la lumière et tout à coup, le temps d'un cri en moins d'une minute, s'effondrer dans un abîme, tomber, rouler, écraser, être écrasé, voir des épis de blé, des fleurs, des feuilles, des branches, ne pouvoir se retenir à rien, sentir son sabre inutile, des hommes sous soi, des chevaux sur soi, se débattre en vain, les os brisés par quelques ruades dans les ténèbres, sentir un talon qui vous fait jaillir les yeux, mordre avec rage des fers de chevaux, étouffer, hurler, se tordre, être là-dessous et se dire « Tout à l'heure j'étais un vivant ». Là où avait râlé ce lamentable désastre, tout faisait silence maintenant. L'encaissement du chemin creux était comble de chevaux et de cavaliers inextricablement amoncelés. Enchevêtrement terrible. Il n'y avait plus de talus. Les cadavres nivelaient la route avec la plaine et venaient au ras du bord comme un boisseau d'orge bien mesuré. Un tas de morts dans la partie haute, une rivière de sang dans la partie basse, telle était cette route le soir du 18 juin 1815. Le sang coulait jusque sur la chaussée de Nivelles et s'y extravasait en une large mare devant l'abatis d'arbres qui barrait la chaussée, à un endroit qu'on montre encore. C'est, on s'en souvient, au point opposé, vers la chaussée de Genappe, qu'avait eu lieu l'effondrement des cuirassiers. L'épaisseur des cadavres se proportionnait à la profondeur du chemin creux. Vers le milieu, à l'endroit où il devenait plane, là où avait passé la division de l'or, la couche des morts s'amincissait. Le rôdeur nocturne que nous venons de faire entrevoir au lecteur allait de ce côté. Il furetait cette immense tombe. Il regardait. Il passait on ne sait quelle hideuse revue des morts. Il marchait les pieds dans le sang. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas devant lui, dans le chemin creux, au point où finissait le monceau des morts, de dessous cet amas d'hommes et de chevaux sortait une main ouverte, éclairée par la lune. Cette main avait au doigt quelque chose qui brillait, et qui était un anneau d'or. L'homme se courba, demeura un moment accroupi, et quand il se releva, il n'y avait plus d'anneau à cette main. Il ne se releva pas précisément. Il resta dans une attitude fauve et effarouchée,
tournant le dos au tas de morts, scrutant l'horizon à genoux, tout l'avant du corps portant sur ses 2 index appuyés à terre, la tête guettant par-dessus le bord du chemin creux. Les 4 pattes du chacal conviennent à de certaines actions. Puis, prenant son parti, il se dressa. En ce moment, il eut un soubresaut. Il sentit que par derrière on le tenait. Il se retourna, c'était la main ouverte qui s'était refermée et qui avait saisi le pan de sa capote. Un honnête homme eut eu peur. Celui-ci se mit à rire. « Tiens, dit-il, ce n'est que le mort. J'aime mieux un revenant qu'un gendarme. » Cependant, la main défaillit et le lâcha. L'effort s'épuise vite dans la tombe. « Ah ça !» reprit le rôdeur. « Est-il vivant, ce mort ? Voyons donc. » Il se pencha de nouveau, fouilla le tas, écarta ce qui faisait obstacle, saisit la main, empoigna le bras, dégagea la tête, tira le corps, et quelques instants après, il traînait dans l'ombre du chemin creux un homme inanimé, au moins évanoui. C'était un cuirassier, un officier même d'un certain rang. Une grosse épaulette d'or sortait de dessous la cuirasse. Cet officier n'avait plus de casque. Un furieux coup de sabre balafrait son visage, où l'on ne voyait que du sang. Du reste, il ne semblait pas qu'il eût de membres cassés, et par quelque hasard heureux, si ce mot est possible ici, les morts s'étaient arc-boutés au-dessus de lui de façon à le garantir de l'écrasement. Ses yeux étaient fermés. Il avait sur sa cuirasse la croix d'argent de la Légion d'honneur. Le rôdeur arracha cette croix qui disparut dans un des gouffres qu'il avait sous sa capote. Après quoi, il tâta le gousset de l'officier. Il sentit une montre et la prit. Puis il fouilla le gilet, y trouva une bourse et l'empocha. Comme il en était à cette phase des secours qu'il portait à ce mourant, l'officier ouvrit les yeux. « Merci, » dit-il faiblement. La brusquerie des mouvements de l'homme qui le maniait, la fraîcheur de la nuit, l'air respiré librement, l'avaient tiré de sa léthargie. Le rôdeur ne répondit point. Il leva la tête. On entendait un bruit de pas dans la plaine. Probablement quelques patrouilles qui approchaient. L'officier murmura, car il y avait encore de l'agonie dans sa voix, « Qui a gagné la bataille ?»« Les Anglais, » répondit le rôdeur. L'officier reprit, « Cherchez dans les poches. Vous y trouverez une bourse et une montre. Prenez-les. » C'était déjà fait. Le rôdeur exécuta le semblant demandé et dit, « Il n'y a rien. »« On me l'a volé, » reprit l'officier. « J'en suis fâché. C'eût été pour vous. » Les pas de la patrouille devenaient de plus en plus distincts. « Voici qu'on vient, » dit le rôdeur, faisant le mouvement d'un homme qui s'en va. L'officier, soulevant péniblement le bras, le retint. « Vous m'avez sauvé la vie. Qui êtes-vous » Le rôdeur répondit vite et bas. « J'étais comme vous de l'armée française, et il faut que je vous quitte. Si l'on me prenait, on me fusillerait. Je vous ai sauvé la vie, tirez-vous d'affaire maintenant. »« Quel est votre grade ?»« Sergent. »« Comment vous appelez-vous ?»« Thénardier. »« Je n'oublierai pas ce nom, » dit l'officier. « Et vous ? Retenez le mien. Je me nomme Pontmercy. »